France Info. Les actualités dans le Moyen-Orient. Dans un instant, nous parlerons des élections législatives en Irak. Mais d'abord, la mort du père de la bombe atomique au Pakistan. Bonjour Christophe Jaffrelot. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au Centre de recherche international Sciences Po, spécialiste des relations entre l'Inde et le Pakistan. Peut-être d'abord présentez-nous cet homme qui était Abdul Qadir Khan. C'est un véritable héros national, EQ Khan, comme on l'appelle au Pakistan, enfin comme on l'appelait au Pakistan. Parce que c'est lui qui a donné l'arme suprême aux Pakistanais, qui ont pu ainsi, en quelque sorte, faire face, en tout cas psychologiquement, à l'Inde, la grande voisine que redoutent tant les Pakistanais depuis la partition de 1947. L'arme atomique, c'est, comme on dit en anglais, the great equalizer, c'est celui qui vous donne la parité. Le mot parité était le mot clé dans le vocabulaire d'EQ Khan. Avec la bombe, le Pakistan arrivait au niveau de l'Inde en termes de dissuasion. Et on pense que c'est grâce à lui, grâce à la Chine aussi bien sûr, mais grâce à lui principalement que cela a été réalisé. Pourquoi grâce à la Chine aussi? Elle a soutenu le Pakistan face à l'Inde? Bien sûr. Le Pakistan n'aurait jamais eu l'arme atomique sans l'aide de la Chine. EQ Khan est le premier à ramener des secrets d'Europe, principalement des Pays-Bas, dans les années 70 pour doter le Pakistan de l'arme atomique. Mais sans la fourniture des plans de la bombe par les Chinois dans les années 80 et même au tout début des années 80, on peut dire que dès 83, c'est acquis. Et bien sans cela, le Pakistan n'aurait jamais eu l'arme atomique. Et de même qu'ensuite, EQ Khan aura été le grand proliférateur, puisque c'est lui qui va dealer, pour reprendre un autre mot anglais, avec les Nord-Coréens, faisant un accord d'échange en quelque sorte. Il adapte les lanceurs, les missiles nord-coréens. Et en échange, il fournit les fameuses centrifugeuses qui permettent l'enrichissement de l'uranium. Il aura proliféré probablement plus qu'aucun individu dans l'histoire de l'arme atomique, car ce ne sont pas seulement les Nord-Coréens, mais ce sont aussi les Iraniens, les Irakiens, les Syriens, les Libyens qu'il avait entrepris, auxquels il avait promis des échanges. Et on a réussi à exposé à faire percer son secret, que lorsque Kadhafi, cherchant à se refaire une virginité, a en quelque sorte dénoncé le trafic auquel ça donnait EQ Khan. Et c'est très tardif, c'est au début des années 2000. Un trafic qui lui rapportait quoi? De l'argent? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On estime que c'est d'abord pour des raisons financières qu'il a fait cela, mais aussi une très grande gloire, parce que même lorsqu'il va être ainsi dénoncé par les Américains d'abord, il va être protégé comme le héros de la nation pakistanaise. Le général Musharraf, qui est au pouvoir à ce moment-là, va, dans une mise en scène incroyable, lui accorder son pardon à la télévision. C'est un duo qui mérite d'être vu et revu. C'est un grand moment de télévision que ce pardon de Musharraf et EQ Khan, qui est salué par toute la population pakistanaise, et les Américains ne réussiront jamais à interroger EQ Khan, qui va être en résidence surveillée jusqu'en 2009, après quoi il recouvre la liberté, et cette gloire, il l'emmène dans la tombe. Donc il aura eu effectivement des retours sur investissement en termes sonnants et trébuchants, et puis une auréole de gloire qui va le faire rentrer dans les manuels d'histoire pakistanais. Christophe Jaffrelot, l'idée c'était un peu d'avoir une guerre froide entre l'Inde et le Pakistan, c'est-à-dire la même puissance de frappe des deux côtés. Quel est aujourd'hui l'état des lieux dans cette région du monde sur le front du nucléaire? Alors c'est intéressant parce qu'effectivement on imaginait que la dissuasion, on l'a toujours dit, la dissuasion c'était la voie royale vers la paix, une paix armée bien sûr, mais ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur à l'époque de la guerre froide. En l'occurrence, ça aura eu un effet un peu différent, car les Pakistanais, sachant que les Indiens ne pourraient pas engager une escalade sans avoir le risque de la représaille atomique, eh bien les Pakistanais ont eu tendance au contraire à mener une guerre de basse intensité, à aider des djihadistes à s'infiltrer au Cachemire. Et en fait, ça a eu des effets un peu de déstabilisation régionale. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois que les Indiens ont réagi par la méthode conventionnelle, en envoyant des avions de chasse ou autres,
tout de suite, la communauté internationale est intervenue parce qu'il fallait éviter l'escalade entre ces deux puissances nucléaires. Mais ça aurait été une paix chaude en quelque sorte. Oui, et aujourd'hui, Christophe Jaffrelot, qui a la bombe aujourd'hui dans cette région? L'Inde, le Pakistan, Israël, beaucoup de pays, la Corée du Nord? La Chine, il faut La surtout Chine, pas ça on le sait, l'oublier. oui. Et Dieu sait si ça fait la différence. Vous avez 3 pays frontaliers, effectivement, Chine, Inde, Pakistan, qui sont armés. Et la relation Chine-Pakistan, est une relation très très importante au plan militaire. On parle aujourd'hui d'Indo-Pacifique. Nous sommes en train, nous Français, avec les Indiens, les Japonais et d'autres, de former une sorte de coalition. Mais en face, il y a un autre groupe qui s'est constitué et qui s'articule principalement autour de la Chine et du Pakistan, voire de l'Iran. Et donc on est dans une atmosphère de guerre froide. Ce n'est pas la guerre froide, mais c'est une atmosphère de guerre froide et la dissuasion nucléaire fait partie de ce cocktail. Merci beaucoup Christophe Jaffrelot. Avec plaisir. Directeur de recherche au Centre de recherche international Sciences Po, spécialiste des relations entre l'Inde et le Pakistan.